Alors du coup, je fais une petite aparté sur notre contexte à Astrakhan. Donc forcément, moi, en étant sportif ou ancien sportif de haut niveau, et je me suis forcément aussi formé à la préparation mentale, j'ai une sensibilité là-dessus, donc je monte en compétence là-dessus. Et aujourd'hui, avec le contexte de l'entreprise, on essaie d'intégrer de la préparation mentale, notamment via d'ailleurs notre communauté Agile People, qui est donc la partie RH. Et alors, vu comment j'aborde les choses, c'est un petit peu euh, développer les soft skills des individus ou même des managers, enfin, de toute personne euh, qui travaille dans une entreprise. Et finalement, développer soft skills, ça veut dire aussi les transformer un petit peu en A-player. D'ailleurs, je permets de rebondir là-dessus. Tu parles dans ton livre de A-player. Alors du coup, qu'est-ce qu'un A-player? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des exemples? Parce que finalement, on pourrait penser qu'un A-player, c'est finalement la personne qui sort de HEC ou d'une grande école, qui réussit tout, qui n'a aucun échec. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, du coup, un A-player? Alors le A-player, donc c'est une expression anglo-saxonne qui vise effectivement à définir voilà, un peu les superstars de son équipe, ceux qui surperforment. Mais en fait, je dirais qu'il y a trois caractéristiques au A-player. La première, c'est que je dirais qu'il est à la fois Saint-Bernard, couteau suisse et poil à gratter. Saint-Bernard, parce que ça doit être quelqu'un qui doit être capable d'être au service des autres, qui doit être en capacité d'être généreux aussi, et de ne pas se regarder le nombril, mais de justement, par son empathie, son écoute, d'observer des situations dans lesquelles il peut avoir de l'impact et les repérer et apporter son aide quand c'est nécessaire. Euh, Deux, couteaux suisses, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui doit savoir faire beaucoup de choses, de sortir aussi de son périmètre, de mettre les mains dans le cambouis quand il le faut. Et trois, c'est poil à gratter. C'est quelqu'un qui, justement, on parlait de courage, c'est quelqu'un qui va avoir le courage de l'ouvrir dans certaines situations. Quand certains le pensent très fort ou le disent très bas, voilà, le player, lui, va le dire un peu tout haut, pas pour casser telle ou telle personne, mais il va le dire de manière constructive pour faire avancer les choses. Donc, il va être un peu ce poil à gratter qui challengera certaines pratiques de l'entreprise, certaines manières de faire ou de voir les choses, et en vue de les faire avancer. Donc, je dirais, voilà, pour moi, c'est le Saint-Bernard, un mix de couteau suisse et de poil à gratter. Alors, pour poursuivre, tu parles dans ton livre de prime à l'échec. Moi, j'ai adoré le concept. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, notamment pour les personnes qui vont regarder notre podcast? Oui, alors en fait, la prime à l'échec, c'est une pratique que j'ai vue mise en place dans une entreprise dont j'ai croisé la route, où c'est assez intéressant. C'est vraiment dans une logique de valoriser l'échec, de inciter les collaborateurs en fait à tenter de nouvelles choses. Et voilà, donc qui dit tenter dit parfois échouer. Et donc en fait, eux ont mis quelque chose ils ont mis en place une pratique qui est vraiment assez radicale finalement, qui est de récompenser les collaborateurs, non pas au nombre de succès, mais au nombre d'échecs. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au final, ceux qui sont récompensés dans le cadre de cette pratique sont ceux, en fait, qui, au final, ont certes le plus grand nombre d'échecs, mais qui ont aussi le plus grand nombre de succès, parce que ce sont les quelques collaborateurs dans l'équipe ou dans l'entreprise qui tentent le plus de choses, quitte à se planter. Et voilà, c'est vraiment dans cette entreprise la culture de justement l'entrepreneuriat, de tenter les choses, de sortir du cadre, d'innovation, sont voilà, des valeurs très fortes pour elle. Et c'est une manière que j'ai trouvé assez intéressante, certes radicale, mais intéressante pour valoriser justement l'échec. Alors, d'ailleurs, sur cette partie-là, forcément, tu cites Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Nous, en fait, au judo, on a une autre phrase un peu similaire, un peu dans le même principe, qui est on ne mesure pas la valeur d'un homme au nombre de fois où il tombe, mais au nombre de fois où il se relève. D'ailleurs, dans la partie prime à l'échec, il y a une notion très importante, c'est un peu une espèce de feedback, finalement, de retour, que tu appelles un post-mortem. Euh, Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, parce que c'est vrai qu'un échec pour un échec, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui est important, c'est finalement qu'est-ce qu'on retire comme expérience de cet échec et voilà, qu'est-ce qu'on en apprend pour demain en faire un succès. Et le concept du post-mortem, c'est systématiquement, après un projet, un événement, voilà, quelque chose de significatif pour l'entreprise, pour lequel voilà, les collaborateurs ont été très engagés,
c'est systématiquement de faire un post-mortem, que ce soit d'ailleurs un succès ou un échec. Et l'idée, c'est de se réunir autour de la table, toutes les parties prenantes du projet, et de se dire, OK, qu'est-ce qui a cartonné et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, et comment est-ce qu'on s'assure pour le prochain projet que ce qui a cartonné, on le maintienne, et au contraire même qu'on l'amplifie. Et à l'inverse, ce qui a moins bien marché, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour améliorer certaines choses. Donc c'est vraiment ça le post-mortem, c'est une logique d'amélioration continue. On se sert de n'importe quelle expérience pour améliorer son futur. Donc enfin, le manager mentor tel que je l'évoque dans Dream Team, c'est surtout pour l'évolution en fait, des managers. Souvent, il y a un travers assez classique en France qui consiste à faire évoluer le meilleur expert de son domaine en manager. Donc, typiquement, le meilleur commercial va évoluer en directeur commercial. Sauf que, en fait, pour être directeur commercial, les compétences demandées ne sont pas du tout les mêmes que celles pour être commercial. Pour vendre, ce n'est pas nécessairement la même chose que pour fédérer, encourager, développer une équipe. Et ça, c'est un travers classique et qui est assez dommageable parce que c'est un peu double peine pour les entreprises parce qu'au final, elles se privent de leur meilleur commercial et elles se privent aussi d'un bon manager puisqu'au final, à la tête de leurs équipes commerciales, elles auront quelqu'un qui n'est pas nécessairement fait pour ça. Et en fait, ce n'est pas grave, il faut juste accepter que tout le monde n'est pas fait pour devenir manager. Et quand je parle de manager mentor, c'est plutôt ça, c'est quand on veut faire évoluer un collaborateur au poste de manager, c'est qu'il rencontre d'autres managers plus expérimentés, donc des managers mentors, pour justement échanger avec lui sur réellement qu'est-ce que ça veut dire être manager, qu'est-ce qu'on attend de moi en tant que manager, quelles sont les compétences demandées, quels sont les pièges à éviter, qu'est-ce qui est fabuleux dans ce métier-là et qu'est-ce qui est très dur. Et au travers de ces échanges et de partage d'expérience, ça permettra peut-être au collaborateur qui est sur le point d'évoluer, de confirmer son souhait d'évolution ou au contraire de se dire non, en fait, je sens que ce n'est pas fait pour moi, donc je vais rester à mon poste, c'est là où je suis le meilleur. Et puis je réfléchirai à d'autres évolutions par la suite, par d'autres biais.